Oui, bonjour, bienvenue à tous et toutes d'être présents aujourd'hui en cette journée d'isolement potentiel pour tout le monde. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Caroline Boulet et Marjorie Simard, qui sont des auxiliaires de recherche pour le docteur Pierre Gagnon, qui est directeur du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie et de l'Hermos. Et on a la chance aujourd'hui de les avoir qui vont nous jaser en fait une introduction à la recherche qualitative. Donc, c'est vraiment une introduction, mais c'est super apprécié de refaire nos bases. Alors, sur ce, je vous laisse la parole immédiatement. Bonjour à tous. En fait, Marjorie et moi-même avons eu la chance de participer à l'automne dernier à une formation justement sur la recherche qualitative qui était offerte par l'unité de soutien STRAP à l'Université Laval. En fait, on trouvait pertinent de vous partager les connaissances que on avait acquises lors de cette formation-là, étant donné qu'on pense qu'il s'agit vraiment d'une bonne introduction aux différents principes de la recherche qualitative. Donc, c'est ce sur quoi va porter notre présentation aujourd'hui. En fait, dans le cadre de la présentation aujourd'hui, nous allons aborder ce en quoi consiste la recherche qualitative. Donc, on va voir un peu sa définition et sa composition. Ensuite, on va aborder comment élaborer une question en recherche qualitative. On va regarder aussi le devis de recherche qualitative. On va faire aussi un survol des méthodes de collecte et d'analyse de données. Puis, finalement, on va voir là, comment interpréter les résultats. Aussi, à la fin de la présentation, en fait, il va y avoir une période de questions si jamais vous avez des questions pour nous. Donc, en quoi consiste exactement la recherche qualitative? En fait, c'est l'étude de phénomènes sociaux et la compréhension d'un contexte. Elle a une approche qui est plutôt interprétative et naturaliste, c'est-à-dire qu'on va vraiment étudier le phénomène d'intérêt et ses sujets dans leur contexte naturel pour donner un sens au phénomène. Quand je dis contexte naturel, là, en fait, je veux surtout dire qu'on va pas intervenir, on va pas venir jouer sur des variables comme en quantitatif, et on a beaucoup moins recours à des expériences en laboratoire. Puis lorsqu'on fait de la recherche qualitative, en fait, l'emphase est beaucoup mise sur les points de vue, les expériences, les représentations des sujets. Il va aussi avoir une grande importance qui va être accordée aux facteurs qui vont modifier le comportement des sujets dans leur contexte. Il existe plusieurs différences, en fait, entre la recherche quantitative et celle qualitative, puis on a décidé de vous présenter ça un peu sous forme de tableau pour pouvoir mieux les visualiser. D'abord, au niveau des objectifs, c'est pas du tout les mêmes. En quantitatif, notre but, c'est beaucoup plus de mesurer, d'identifier une relation entre des variables, d'expliquer ou de prédire, alors qu'en qualitatif, on se concentre plutôt sur l'exploration, la description, la compréhension et l'interprétation de phénomènes. Aussi, en recherche qualitative, la saturation des données, c'est un aspect particulier. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait qu'à un moment donné, les participants vont plus nous rapporter de nouvelles informations. Ça va être un peu toujours la même chose qui va revenir dans notre collecte de données. Puis on arrive donc à ce moment-là, à un point de saturation. Donc, le N n'a pas besoin d'être aussi grand que dans une recherche quantitative parce qu'on ne souhaite pas avoir nécessairement de puissance statistique, mais plutôt de la richesse d'informations. Ainsi, si après 12, 13, 14 ou même 15 participants, on n'a plus de matériel supplémentaire, la collecte peut s'arrêter même si on avait prévu, par exemple, avoir 20 à 30 participants. Ceci étant dit, le protocole de recherche est donc beaucoup plus flexible parce que on peut davantage déroger en raison de ce concept de saturation de données. Évidemment, les données sont aussi différentes selon le type de recherche. En quantitatif, comme on souhaite davantage mesurer, identifier des relations, on est beaucoup plus avec des nombres et des détails moins complexes. Tandis qu'en qualitatif, on cherche à explorer, décrire, comprendre des points de vue, des expériences. On s'imagine donc qu'on est beaucoup plus avec des mots, des sons ou même des images. Pour continuer, en fait, en recherche qualitative aussi, les analyses vont être différentes. Donc, on va être beaucoup plus dans des méthodes inductives où on va passer du particulier au général, des faits vers une théorie. Cela surtout parce qu'on va étudier souvent les sujets qui sont plus nouveaux ou rares. Donc, il va y avoir moins d'hypothèses ou de théories au départ, comme avec la méthode déductive utilisée en recherche quantitative. Finalement, comme nos données et nos méthodes d'analyse divergent, on a aussi des résultats qui sont différents. On va obtenir des données en recherche qualitative qui sont plus riches et profondes, mais sur un sujet plus précis.
Elles peuvent être transférables à d'autres contextes, comme c'est ça qu'on étudie davantage, au même titre que en recherche quantitative, on va avoir une généralisation à la population. Puis dans la recherche quantitative, les données obtenues sont aussi beaucoup plus superficielles et générales, puisqu'on travaille davantage avec des nombres. Dans le fond, les critères de scientificité vont également être différents de ceux utilisés en recherche quantitative. Donc, en recherche qualitative, on a 4 grands critères de scientificité à respecter, soit la crédibilité, la transférabilité, la fiabilité, ainsi que la confirmabilité. Donc, pour ce qui est de la crédibilité, à titre comparatif, c'est un peu comme la validité interne qui est présente en recherche quantitative. En fait, ce qu'on veut, ce qu'on cherche, c'est une congruence entre le sens véhiculé par les sujets et le sens qui va être dégagé par le chercheur à l'aide des résultats. Donc, une question que l'on pourrait se poser pour vérifier qu'il y a bien respect de ce critère, c'est est-ce que les résultats donnent un portrait authentique de la réalité? Donc, la stratégie la plus efficace, en fait, pour établir s'il y a crédibilité dans un projet de recherche, c'est de retourner voir auprès de nos participants si ce qu'on a dégagé de l'analyse est compatible avec ce qu'ils vivent, donc si c'est compatible avec leur réalité. Ensuite, en ce qui concerne la transférabilité, toujours à titre comparatif, c'est un peu comme la validité externe en quantitatif. On se rappelle en fait que la validité externe, c'est comme un peu la généralisation des résultats. Toutefois, ça, c'est à faire attention parce qu'en qualitatif, vu que l'échantillon n'est généralement pas statistiquement représentatif, comme l'a mentionné Marjorie précédemment, ben, en fait, il n'y aura pas de généralisation en tant que telle. La transférabilité de la recherche qualitative va plutôt viser à déterminer si les conclusions d'une recherche peuvent avoir un sens dans un autre contexte que celui qui est étudié dans l'étude. Par exemple, pour mettre ça un peu plus clair, si vous étudiez la satisfaction des conditions de travail des infirmières à Québec, il faut qu'il y ait suffisamment d'informations concernant ces dites conditions de travail afin que les hôpitaux des autres régions puissent transférer ces connaissances à leur région ou que ces connaissances-là soient transférées à d'autres professionnels. Donc, c'est là qu'on va voir qu'il y a une importance de fournir des descriptions riches du contexte lorsqu'on élabore un projet de recherche. Troisièmement, on a la fiabilité. Toujours à titre comparatif, c'est un peu comme l'objectivité en recherche quantitative. Celle-ci va viser à vérifier s'il y a neutralité des données, c'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a transparence de l'étude vis-à-vis les interprétations et les différents biais possibles. Une stratégie qui va être efficace en fait pour assurer la fiabilité, ça va être la collaboration de plusieurs chercheurs dans un même projet de recherche. Finalement, notre quatrième critère de scientificité serait la confirmabilité. Elle est aussi appelée la constance interne. Puis, encore une fois, à titre comparatif, c'est un peu comme la fidélité en quantitatif. Donc, elle va viser, quant à elle, la stabilité et la reproductibilité des résultats. Donc, le rôle de ces critères, ça va être plutôt de vérifier si les résultats n'ont pas été influencés par certains éléments tels que les conditions de la collecte de données ou tout simplement la personnalité du chercheur. Donc, la grande question qu'on va pouvoir se poser ici pour vérifier si elle a été respectée, c'est est-ce que les résultats obtenus peuvent être reproduits? Donc, encore une fois, c'est sûr que la collaboration de plusieurs chercheurs pourrait être très pertinente pour veiller à ce que l'étude soit confirmable. Donc, maintenant, ce qui concerne la question de recherche qualitative. Donc, voici qu'est-ce que doit comprendre notre question de recherche en qualitatif. Donc, c'est important qu'il y ait une mise en évidence de l'objet de recherche, soit le phénomène d'intérêt, c'est-à-dire le quoi. Ensuite, il va y avoir nécessité d'avoir une clarification des éléments exploratoires ou interprétatifs. Donc, on va vouloir savoir pourquoi on veut savoir ça et les visées exactes du projet. Puis, il va falloir mettre en évidence le contexte de l'étude. Ici, c'est à faire attention. En fait, le contexte ne signifie pas seulement le contexte géographique. Donc, ça peut inclure tout ce qui porterait, en fait, au contexte économique, politique, social ou tout simplement culturel, etc. Donc, c'est juste de garder en tête que ça emballe vraiment un paquet de choses, le où, mais aussi le avec qui, le comment, etc. Donc, c'est juste de faire attention de ne pas croire que le contexte signifie seulement l'emplacement physique. Finalement, comme dans tous les types de recherche, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une originalité, puis surtout en recherche qualitative, une pertinence sociale, puisqu'en qualitatif, on s'intéresse davantage aux phénomènes sociaux.
Donc, c'est vraiment un aspect qui n'est à ne pas négliger dans l'élaboration d'une question de recherche qualitative. Donc, ici, on a mis en fait des exemples de questions en recherche qualitative, notamment pour vous démontrer qu'une attention particulière doit être portée à la façon de poser les questions, notamment à comment les débuter, parce qu'en fait, dépendamment de quelle façon elle va être composée, on va voir que les questions vont avoir des visées différentes, des objectifs différents. Donc, si on regarde ensemble les exemples qu'on a ici. Donc, la première question, quelle perception les hommes vivant avec le VIH ont-ils de? En fait, avec le début de phrase qui est quelle perception, on voit ici qu'il y aurait davantage une visée à explorer. Alors qu'avec la deuxième question, quels facteurs sociaux et environnementaux affectent? Ben, quels facteurs en réalité auraient plutôt une visée à identifier? Donc, on veut identifier des facteurs. Et la troisième, comment les femmes atteintes d'un cancer du sein vivent-elles? Le comment détermine une visée, c'est-à-dire un objectif à comprendre. Donc, il y a vraiment une grande importance qui est accordée à comment on débute notre question de recherche. Maintenant, ici, on vous a mis un outil qui peut en fait vous aider à formuler la question de recherche qui est aussi, en fait, qui est appelé PICO. Il se peut que vous ayez déjà vu PICO ailleurs qu'en recherche qualitative. Il est notamment utilisé en recherche quantitative et aussi beaucoup en médecine. Toutefois, PICO, à ce moment-là, va avoir une abréviation différente. Donc, en recherche qualitative, cette abréviation permet de se rappeler des différents éléments importants à avoir dans la question de recherche. Donc, le P est pour la population, le I est le phénomène d'intérêt, donc le quoi, et le co, c'est le contexte qui entoure le phénomène. Afin que ce soit encore plus clair, on a décidé de réaliser un exemple avec l'utilisation de PICO. Donc, dans le cas où on sait que notre population visée sont les infirmières, que notre intérêt est que notre phénomène d'intérêt est la perception de l'espoir des personnes atteintes du cancer et que notre contexte est le Québec. Et ici, au risque de me répéter, je mets encore une fois l'emphase qu'on ne traite pas seulement du Québec en tant que contexte géographique, mais aussi en faisant référence au contexte sociopolitique, économique, culturel et autres. Donc, si notre visée de recherche est vraiment de comprendre, alors on pourrait emmener une question telle que comment les infirmières perçoivent-elles l'espoir chez les personnes atteintes du cancer au Québec? Évidemment, ici, comme je vous l'ai mentionné, l'objectif, c'était de comprendre. Alors, c'est sûr que si on avait une visée différente face à notre projet de recherche, ben, ce serait pas la même question. Par exemple, si on voulait identifier ou explorer, on débuterait la question d'une façon différente. Maintenant, pour ce qui est du devis de recherche qualitative, en fait, c'est important de se poser quelques questions en lien avec son contenu avant de le débuter. Ainsi, on pourrait se demander quel type de données serait l'idéal pour répondre à notre question de recherche. Pour ce faire, il faut donc retourner à notre objectif de recherche. Qu'est-ce qu'on cherche à savoir exactement? Est-ce qu'on est plus du côté de l'interprétation ou de l'exploration? Parce qu'à ce moment-là, notre question de recherche va aussi différer, comme vous le mentionnez, Caroline. Ensuite, de quelle façon les données pourraient-elles être collectées? Par exemple, on pourrait se demander qui va faire l'entrevue si tel a lieu. Par exemple, si on veut comprendre comment une femme vit une césarienne, peut-être que ce serait plus approprié que ce soit une femme qui réalise l'entrevue parce que son vécu, sa réalité va être beaucoup plus proche du participant, ce qui peut favoriser l'exploration. Ensuite, quelle population permettrait d'obtenir ces données? Par exemple, si on explore le témoignage d'enfants victimes d'abus, d'agression quelconque, il serait peut-être mieux de ne pas prendre des enfants qui ont vécu l'abus il y a quelques semaines à peine, mais plutôt des adultes qui l'ont vécu en enfance à l'aide de récits de vie, par exemple. Aussi, on peut se questionner sur le nombre de participants, parce que comme je vous disais tout à l'heure, une particularité en recherche qualitative, c'est que le nombre de participants n'est pas nécessairement important. Ainsi, on pourrait avoir juste un N de 1 qui va vraiment en profondeur, qui permet d'avoir une richesse dans l'expérience vécue du participant. Par contre, il y a quand même une petite nuance à apporter là, ici, parce que bien que théoriquement, on peut avoir un N de 1, on s'entend que c'est plutôt ardu après d'atteindre une saturation des données avec ce nombre de participants. Fait qu'on ne sait pas nécessairement si on a assez de matériel. Ceci dit, c'est possible de le faire, puis ça va pas nécessairement rendre l'étude moins crédible, fiable, transférable et confirmable.
donc scientifique. On peut ensuite se poser la question comment on pourrait analyser nos données. En fait, on va sélectionner la méthode d'analyse qui va rejoindre notre question de recherche, encore une fois, mais aussi le type de données qu'on a recueillies. Aussi, un aspect particulier à considérer, c'est qu'en recherche qualitative, on doit effectuer la collecte et l'analyse en simultané pour s'assurer, en fait, à quel moment on atteint cette saturation des données-là. Fait que c'est vraiment important que si, par exemple, on fait des entrevues, on fasse des verbatims au fur et à mesure et qu'on commence l'analyse le plus tôt possible pour permettre peut-être de raccourcir la durée de la recherche. Si, par exemple, on avait prévu d'avoir 30 participants, ben, peut-être qu'après 20, on va se rendre compte qu'on a assez de données. C'est un aspect non négligeable quand même, là, ça va permettre d'économiser beaucoup de temps et de coûts. Donc, comme vous le constatez, le devis va beaucoup dépendre du contexte de l'étude et de sa visée. Il est donc primordial de retourner souvent à notre question de recherche afin de s'assurer que notre devis permette d'y répondre fidèlement. Je vais également faire une petite parenthèse ici pour vous rappeler que c'est toujours important de passer à nos considérations éthiques, évidemment. D'autant plus en recherche qualitative parce qu'on a souvent les entrevues comme méthode de collecte de données et ou des sujets sensibles à aborder. Pour reprendre mon exemple, là, si on souhaite connaître le vécu d'enfants qui ont été victimes d'agressions, il serait peut-être plus pertinent d'aller dans des données textuelles comme des dossiers de DPJ plutôt que de faire des entrevues. Encore là, le type de données change, mais aussi les méthodes de collecte de données que je vais vous présenter en fait à l'instant. Donc, comme vous voyez, en recherche qualitative, on a 3 grandes catégories de méthodes de collecte de données, soit l'observation de terrain, la collecte de données textuelles et l'entrevue. Notre choix va s'arrêter et va dépendre en fait de ce à quoi on tente de répondre depuis le début, soit notre question de recherche et notre visée. Pour commencer, on va y aller avec l'observation de terrain qui est quand même assez connue. Elle peut être participante dans le cas où on s'immerge dans un contexte ou non participante lorsqu'on est spectateur du contexte. Et les raisons pour lesquelles on pourrait choisir l'observation de terrain comme méthode de collecte de données sont nombreuses, mais les 3 principales sont les suivantes. D'abord, si on souhaite voir des pratiques sociales, des interactions, des milieux de vie ou des réactions sociales, par exemple, bref, tout ce qu'on ne peut pas observer dans un contexte de laboratoire. Par exemple, si on veut comparer des pratiques sociales / familiales d'individus de culture individualiste versus collectiviste, ça devient plus difficile de faire des entrevues ou faire de la collecte de données textuelles, donc l'observation est alors une méthode qui est très pertinente. Ça pourrait aussi être pour appréhender les milieux qu'on ne peut pas approcher autrement, soit des institutions, des quartiers, des organisations, etc. Si on vise à comprendre la façon dont s'organise un centre hospitalier, par exemple, ça peut être une bonne façon. Ou encore, elle peut être utile pour enrichir les données, soit fournir davantage de profondeur et de richesse. À ce moment-là, il va s'agir plutôt d'un complément que d'une méthode centrale, mais ça peut nous permettre d'avoir encore plus de profondeur à nos données. En deuxième lieu, en fait, on va avoir la collecte de données textuelles. Ici, c'est important de comprendre que c'est pas la recension des écrits qu'on fait au préalable, mais vraiment du matériel qui est écrit. Par exemple, pour mieux illustrer, on a les rapports d'une organisation, par exemple des dossiers médicaux ou comme je vous le disais tantôt, des dossiers DPJ. On peut aussi avoir des commentaires de médias sociaux, par exemple sur les forums ou même sur Facebook. Ça peut parfois nous apporter du matériel de qualité. Un élément important, c'est les correspondances qu'on a avec les participants. Veut pas, on échange beaucoup avec eux, surtout à travers les courriels, les appels. Puis, c'est un cadre qui est beaucoup moins formel, ce qui peut rendre plus à l'aise la personne à s'ouvrir, de commenter des choses nouvelles qu'elle nous a pas dit dans l'entrevue, par exemple, mais qui sont tout de même pertinentes. De là, l'importance d'avoir un journal de bord pour noter tous les petits à côté qu'on pourrait obtenir de nos participants. Ensuite, on a aussi les articles de journaux et les documents organisationnels, comme les comptes rendus de réunion, qui sont des données textuelles. Puis, finalement, la plus populaire, je pense, c'est les réponses à des questions ouvertes dans un questionnaire, qui sont aussi des données textuelles. L'entrevue, qu'on connaît bien tous, elle a diverses modalités. En fait, on peut la faire de façon individuelle, seule avec un individu, ou en groupe, par exemple, si on a des focus group. On peut aussi choisir de la faire par téléphone, en face à face ou par Internet. À ce moment-là,
encore une fois, selon notre question de recherche, on va déterminer qu'est-ce qui est mieux. Par exemple, si elle aborde un sujet qui est plus sensible, ce serait peut-être préférable d'utiliser le face-à-face parce que cette modalité-là va permettre en fait d'avoir une réelle interaction humaine et de développer un plus grand lien avec le participant. Cela va peut-être l'encourager à s'ouvrir davantage, à donner plus de profondeur et de richesse comparativement au téléphone ou à un questionnaire en ligne, par exemple. De plus, le face-à-face va aussi nous permettre de récolter des données sur le non-verbal du participant, telles que ses expressions faciales, sa posture, qui peuvent être intéressantes lors de l'analyse pour décoder les émotions ou pour interpréter l'engagement du participant, par exemple. Aussi, l'entrevue se retrouve sur un continuum de directivité de la part de l'intervieweur et de liberté du participant, soit à être directive, semi-directive ou non directive. D'autre part, selon la visée de la question de recherche, le phénomène d'intérêt ou pour des besoins spécifiques, l'entretien peut également être rétrospectif. C'est-à-dire qu'on peut faire, par exemple, des récits de vie qui sont souvent utilisés dans les études de cas. Vous savez, c'est important de faire la transcription verbatim des entrevues. Elle doit être en fait, elle va permettre de faciliter l'analyse de données ensuite. Puis, il y a aussi une grande importance du rôle de l'intervieweur là, dans les entrevues parce qu'il doit favoriser la production du discours de l'interviewé, soit du participant. En fait, pour avoir justement une grande richesse, une grande profondeur dans nos données, l'intervieweur doit favoriser l'auto-exploration du sujet et la profondeur du discours, surtout dans les entrevues non directives. Il faut aider la personne à aller au bout de ses idées avec des reflets, des reformulations. C'est important de la relancer, de poser des questions ouvertes, démontrer de l'empathie aussi, de l'acceptation, du non-jugement. Ça va aider la personne à s'ouvrir davantage. Puis de centrer l'entretien avec la non-directivité et sur le participant. Aussi, ça peut être efficace de vérifier qu'on remplit nos thèmes de grille d'entrevue. Par contre, il faut quand même rester ouvert à de nouvelles pistes parce que le participant, parfois, il peut nous apporter de nouvelles directions auxquelles on n'aurait pas vraiment pensé au préalable, mais qui peuvent être super pertinentes pour d'autres interprétations, d'autres résultats. Donc, comme je vous parle un peu de grille d'entrevue, Caroline va continuer sur cette lancée-là. En réalité, on va voir un peu plus en détail la grille d'entrevue puisque c'est un outil indispensable lorsque votre choix de méthode de collecte de données va se porter sur l'entrevue. Donc, il va être recommandé en fait d'avoir une grille pour aider l'intervieweur. Donc, la grille d'entrevue, qu'est-ce qu'elle va comporter? En fait, elle va comporter premièrement l'ensemble des questions et des enjeux qui doivent être explorés au cours de l'entretien. Elle va permettre notamment d'assurer une planification pour favoriser une efficacité du temps dont dispose l'intervieweur. Puis ensuite, elle va permettre aussi à ce que l'intervieweur aborde les mêmes concepts pour tous les participants et cela dans le même ordre pour chacun d'entre eux. Donc, il y a une constance entre les différents participants. Par ailleurs, elle va être recommandée en fait d'inclure préalablement des questions d'approfondissement. Ce qu'on entend par questions d'approfondissement, c'est que bien que des fois on a la chance d'avoir des participants ou des sujets en fait qui sont bien bavards, puis que on va avoir même de la difficulté en tant qu'intervieweur à placer un mot, mais ça arrive aussi souvent qu'ils vont être très brefs, qui vont avoir en fait tendance à répondre brièvement sans apporter des explications. Par exemple, lorsqu'on va poser des questions, ils vont avoir tendance à répondre par oui, non, excellent, pas du tout, mais qui n'auront pas tendance à expliquer davantage leur idée. Donc, ce qu'on conseille, en fait, c'est d'inclure préalablement des questions d'approfondissement telles que « Expliquez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par parlez-moi davantage de, que pensez-vous de » etc. Donc ça, c'est juste des idées. L'idée, c'est vraiment de vous préparer une série de questions d'approfondissement pour chacune de vos questions dites principales, le cas où vous auriez justement un participant qui est peu enclin à élaborer. Donc, ça permettrait aussi une efficacité de l'entrevue auprès du participant. Donc, maintenant que vous savez en fait ce en quoi elle est pertinente, vous pourriez vous demander, oui, mais comment construire une grille d'entrevue qui va être efficace face à mon projet de recherche?
Ben, en fait, la grille d'entrevue, pour qu'elle soit adéquate, c'est sûr qu'il va y avoir un regard qui va être porté sur la question de recherche et que vous allez pouvoir vous référer aussi à PICO, évidemment, que l'on vous a présenté précédemment. Par contre, ce qui va être très, très, très important, ça va être de définir les concepts ainsi que le cadre conceptuel de votre projet de recherche. Donc, on va vraiment porter un regard sur la définition du phénomène d'intérêt et tout ce qui englobe ce phénomène. On va le décortiquer et identifier ses différentes composantes afin d'être en mesure de justement délimiter les concepts pertinents face au projet, c'est-à-dire aussi d'assurer que l'intervieweur, lorsqu'il réalise son entrevue, soit capable d'identifier les composantes importantes et en fait de guider bien l'entrevue sur des éléments qui sont pertinents versus ceux non pertinents. Donc, pour clarifier un peu cela, on a décidé de vous mettre un exemple d'une définition d'un cadre conceptuel de la qualité de vie et de ses concepts. Évidemment, les concepts qui sont compris changeront en fonction de la visée de la question de recherche et du sens que l'on désire dégager de notre étude. Nous, dans le cadre de notre exemple, la qualité de vie serait constituée des bien-être physiques, émotionnels, cognitifs et matériels, des relations interpersonnelles ainsi que des activités de la vie quotidienne. Donc, évidemment, pour mettre en place une telle définition, ce cadre conceptuel-là, ben, on n'est pas parti de rien, là. On prend ce qui a été récolté dans la littérature, dans notre recension des écrits préalables, d'où l'importance de bien maîtriser son sujet et d'être capable d'identifier ce qui est pertinent. Donc, lors d'une entrevue, si on questionne un sujet sur la qualité de vie et qu'il n'élabore pas, ben, on va pouvoir enchaîner avec des questions concernant ce code conceptuel-là pour que le sujet élabore davantage. Donc, par exemple, si on pose la question à un sujet tel que « Considérez-vous que votre cancer a des impacts sur votre qualité de vie? » et que le participant répond « Non », bien évidemment, on va essayer de creuser davantage. Donc, on pourrait poser des questions sur son bien-être physique ou ses relations interpersonnelles, par exemple. Donc, une telle définition va tout simplement nous aider à structurer notre grille d'entretien et à orienter les questions pertinentes pour tirer le plus d'informations possible. Puis, ça va permettre aussi à l'intervieweur d'orienter au bien là, son entrevue. Donc, en réalité, la grille d'entrevue va contenir à la fois des questions fermées et ou ouvertes, des questions d'approfondissement et des pistes de développement. Et concernant l'ordre des questions, ben, en fait, on peut souvent se demander s'il serait préférable de débuter avec des questions générales et progresser vers celles spécifiques ou au contraire, en fait, aller du spécifique au général. Toutefois, ce qui serait préférable de débuter avec, ce sont des questions d'ordre plus général puisqu'il va être recommandé de garder les questions plus sensibles à la fin pour favoriser l'établissement d'un lien de confiance entre l'intervieweur et le participant. Donc, pour continuer, on va parler un peu plus des méthodes d'analyse de données. On en retrouve trois qui sont les plus souvent utilisées, qu'on va aborder un peu plus, soit l'analyse phénoménologique interprétative, la théorisation ancrée et l'analyse thématique. Donc, pour débuter avec l'analyse c'est vraiment difficile à dire. L'analyse phénoménologique interprétative, en fait, c'est une méthode qui permet d'analyser le discours du participant pour comprendre son expérience vécue et le sens qu'il donne à ces événements de vie ou aux phénomènes d'intérêt dans notre recherche. Pour ce qui est de la théorisation ancrée, quant à elle, elle est surtout centrée sur la construction de théories à partir de données recueillies. C'est donc la méthode inductive en tant que telle qu'on utilise beaucoup en recherche qualitative, comme on vous a précédemment dit. C'est aussi une méthode qui est beaucoup centrée sur la compréhension des procédés sociaux, puisqu'en recherche qualitative, on s'intéresse généralement plus aux phénomènes sociaux. Finalement, l'analyse thématique, c'est celle qui est la plus utilisée en recherche qualitative et qu'on va prendre le temps d'approfondir un peu plus là, dans les prochaines diapositives. Elle vise en fait l'identification de thèmes et de modèles de signification dans nos données recueillies, c'est-à-dire des patterns pour répondre à notre question de recherche. Avant d'aller plus loin avec l'analyse thématique, je veux juste vous mentionner qu'il existe des logiciels spécialisés en recherche qualitative qui peuvent être utilisés pour l'analyse, tels que QDA-Miner et NVivo, qui vont nous être en fait utiles pour faciliter puis favoriser l'analyse de façon à réduire le temps que ça va nous prendre.
On les abordera toutefois pas dans le cadre de cette présentation, mais sachez que ça existe. Donc, l'analyse thématique, si on continue un peu plus en profondeur, c'est un procédé de réduction de données. C'est-à-dire qu'on va venir synthétiser les propos des participants, soit les données recueillies, pour répondre à notre question de recherche à l'aide de thèmes généraux. On vise à savoir qu'est-ce que le texte, soit le verbatim, nous dit sur notre question de recherche. Selon Brown et Clark, l'analyse thématique, c'est une méthode qui vise à identifier, analyser et rapporter des thèmes, des patterns dans les données recueillies. Elle permet d'organiser et de décrire les données en détail. Ces auteurs-là ont aussi déterminé les 6 grandes étapes à faire quand on fait de l'analyse thématique. D'abord, il faut prendre le temps de se familiariser avec les données. C'est-à-dire qu'avant de commencer notre analyse, c'est important de faire une bonne lecture, de lire à plusieurs reprises et de prendre des notes dans les marges pour vraiment s'approprier les éléments qui sont abordés dans le verbatim, par exemple. Ensuite, quand on se sent assez familier avec nos données, on peut commencer à générer des codes initiaux. Qu'est-ce qu'un code? En fait, c'est un mot ou une courte phrase qui va décrire une donnée. Il va être proche de la donnée brute, puis il va être aussi lié au contexte de l'étude. En troisièmement, on va rechercher les thèmes. Donc, un thème, ça décrit un processus, un lien, ça permet d'avoir une compréhension un peu plus globale. Il englobe donc les codes, il est plus abstrait qu'eux. C'est donc plus loin que la donnée brute. Là, c'est un peu abstrait, on va vous montrer un exemple un peu plus détaillé à la prochaine diapositive. Ensuite, les étapes 4 et 5, ça va pas mal ensemble. C'est-à-dire que après avoir généré nos premiers codes et nos premiers thèmes, c'est important de venir toujours les réviser, de venir vérifier que ce qu'on a donné comme nom de thème, ça correspond vraiment à nos codes. Et pour ce faire, en fait, c'est important de venir définir les noms des thèmes pour s'assurer que c'est des bons thèmes. Finalement, il faut classer les thèmes, c'est-à-dire que on va faire des arbres de codification, des arborescences pour mieux visualiser le tout. Donc, pour que ce soit plus concret, on vous a remis une petite description pour bien comprendre la distinction entre un code et un thème parce que c'est parfois flou. Donc, comme je vous l'ai mentionné, le code, c'est proche des données. Donc, comme vous voyez dans le petit graphique en bas, en fait, le code est vraiment directement lié au verbatim. Puis, le thème, lui, est beaucoup plus abstrait. Il y a donc une visée qui est plus descriptive pour identifier un processus en lien ou une compréhension globale. Il est donc généré à partir du code. Encore plus concret, on a un exemple d'analyse thématique. Là, ici, on voit pas très bien. Là, je vais vous lire les données qu'on sort d'un verbatim abstrait sur, par exemple, une entrevue qui porte sur des patients atteints d'une maladie X. Alors, on pourrait imaginer que dans le verbatim, on pourrait lire que notre personne nous dit qu'elle est très fatiguée, qu'elle s'épuise rapidement, que des fois, elle a tellement peu d'énergie qu'elle se demande comment elle va en profiter. Donc, le code on pourrait en tirer, c'est l'épuisement. Ensuite, dans le verbatim, on pourrait aussi lire que la personne nous dit qu'elle a plus envie de s'habiller et de se maquiller pour aller dans des activités sociales. Alors, le code serait plus la négligence. On a aussi le désintérêt pour les activités comme code qu'on pourrait trouver dans nos données verbatim. Un thème approprié pour regrouper les codes épuisement, désintérêt pour les activités et négligence, ça pourrait être les impacts négatifs de la maladie sur le quotidien. En fait, vous voyez que ce thème-là, il vient vraiment englober les codes, puis il nous permet de un peu plus comprendre notre phénomène d'intérêt. Aussi, vous voyez dans cet exemple-là qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir 2, 4, 6 données brutes pour faire un code. Tu sais, par exemple, avec la négligence, on a juste une donnée tirée du verbatim, puis c'est suffisant pour générer un code. Pourquoi? En fait, c'est parce que si on a fait une recension de l'écrit qui a été assez... qui nous permet d'avoir vraiment une compréhension profonde de notre sujet d'intérêt, on peut savoir que la négligence, par exemple, c'est un symptôme d'une maladie X qui est très important. Donc, même si la personne nous le mentionne juste une fois, ça peut être assez pour être considéré dans l'analyse et dans nos interprétations. Aussi, un autre élément important, c'est que si vous êtes plusieurs auxiliaires ou professionnels de recherche à réaliser l'analyse, il faudrait l'effectuer de façon complètement indépendante, soit chacun de notre côté, là, parce qu'on va pas tous faire la même lecture, la même compréhension de nos données. Ça va permettre d'avoir de meilleures interprétations des résultats,
ce que Caroline vous présente dans le fond à l'instant. Donc, concernant l'interprétation des résultats, évidemment, elle va varier en fonction de ce qu'on a comme objectif de recherche. Par exemple, nous n'interpréterons pas de la même façon une étude qui vise à offrir des explications versus une étude qui vise à développer une théorie. Par contre, peu importe l'objectif, il est important de travailler en va-et-vient entre les données probantes, son point de vue, mais aussi sa compréhension pour donner un sens aux données. En recherche qualitative, il va être très important aussi de tester des interprétations alternatives et d'user d'une pensée critique et créative. Et surtout, ce qui va être important, en fait, comme les méthodes d'analyse de données en recherche qualitative sont plus subjectives, une validation consensuelle sera plus que pertinente. En fait, les données textuelles sont plus à risque de jugement de valeur et de biais. Donc, c'est la raison pour laquelle il va être important là, de s'assurer que les résultats sont fiables via une validation consensuelle. Comme Marjorie vient de le démontrer avec l'analyse thématique, ben, chacun peut avoir sa propre interprétation et vision de ce qu'il analyse en recherche qualitative. Vu que c'est pas des chiffres que l'on interprète, ben, ça rend la chose plus complexe, plus subjective. Donc, la validation consensuelle est très importante. Comme mentionné au début de la présentation, la collaboration de plusieurs chercheurs va être pertinente pour assurer la qualité d'une recherche qualitative. Ici, on a fait un petit résumé des particularités, des éléments clés à ne pas négliger, particulièrement en recherche qualitative. En réalité, avant la collecte de données, c'est sûr que ça va être important de préparer son terrain, d'avoir une préparation et une connaissance suffisante du sujet, d'avoir fait une bonne recension de la littérature préalablement. Donc, c'est vraiment d'être en mesure de bien contrôler tous les concepts et de bien les identifier lors de notre projet de recherche. Donc, il faut vraiment avoir une bonne connaissance. Par la suite, pendant la collecte de données, c'est sûr qu'il va être primordial de cultiver le relationnel, que ce soit les liens avec nos participants ou l'établissement de liens entre nos données. Ça va être très important d'exploiter au maximum notre collecte de données pour en assurer une richesse et une profondeur, surtout lorsqu'on traite d'entrevues. Cultiver le relationnel, comme on disait tout à l'heure. En fait, comme Marjorie l'a mentionné tout à l'heure, c'est très important que l'intervieweur soit préparé, puisque c'est lui qui va permettre de démontrer la profondeur du relationnel qu'il va créer. Et finalement, après la collecte de données, ben, il va être important d'avoir une validation consensuelle, comme je viens tout juste de mentionner, et de valider avec les participants s'ils se sentent représentés par les résultats pour que, en fait, les résultats soient jugés comme étant crédibles. Donc, pour s'assurer que les résultats donnent un portrait authentique de la réalité. Il faut souligner que, cependant, la recherche qualitative a tout de même quelques inconvénients. Il y en a 3 principaux, en fait. D'abord, c'est que c'est difficilement généralisable. Mais en fait, c'est surtout parce que le but principal, c'est pas vraiment de généraliser les résultats comme en quantitatif. Par contre, pour contrer cet inconvénient-là, il faut s'assurer, encore une fois, d'avoir une bonne question de recherche qui répond à notre objectif et d'avoir bien ciblé notre population. Ensuite, elle demande certainement beaucoup de ressources puisque sa durée peut être longue. On s'entend que les entrevues, c'est parfois, ça prend beaucoup de temps. Les analyses, ça prend beaucoup de temps. Même les observations, ça peut demander de nombreuses heures. Puis aussi engendrer des coûts élevés. Par exemple, parfois, on doit se déplacer ou dédommager les déplacements des participants. Le chercheur est également beaucoup impliqué, ce qui est impliqué, donc c'est important par exemple pour cultiver le relationnel, pour faire beaucoup de recensions, même si on imagine par exemple que le chercheur fait de l'observation terrain, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps. Enfin, il y a toujours un risque de biais qui existe en recherche qualitative, tout comme en quantitatif. C'est pourquoi il est extrêmement important d'avoir un devis de recherche rigoureux, d'avoir une validation consensuelle. Comme le disait Caroline tout à l'heure, en fait, il peut aussi être bien de faire un retour aux participants suite à notre analyse afin de voir s'ils sont bien représentés par nos interprétations et donc diminuer le risque de biais. Donc, bien qu'on a des inconvénients, la recherche qualitative a quand même beaucoup d'avantages. Les 3 principales sont les suivants. C'est que, en fait,
comme je vous disais tantôt, elle est peu généralisable, mais c'est pas tellement grave puisque notre but, c'est généralement d'étudier un phénomène nouveau ou rare. Bref, d'explorer pour ainsi créer des théories, comprendre un contexte, un sens donné par une population. Les données qu'on obtient sont aussi beaucoup plus riches, détaillées et précises qu'en quantitatif. Donc, l'information qu'on dégage de ce type de recherche-là est d'une qualité qui est non négligeable. Puis, finalement, elle permet aussi une certaine flexibilité. Ainsi, comme on l'a mentionné, on peut se déplacer auprès de nos participants, on peut modifier notre devis de recherche beaucoup plus facilement, ce qui peut être un avantage en soi. Bref, ce sont des éléments qui sont à prendre en considération quand on décide de s'aventurer en recherche qualitative parce que les inconvénients comme les avantages, il faut les penser avant tout. Pour faire un bref résumé là, de tout ce qu'on a dit pendant cette présentation-là, la recherche qualitative, elle vise principalement à comprendre, explorer et décrire. Bref, on va avoir des données qui vont être davantage descriptives, puisque, en fait, la recherche qualitative, ça vise à comprendre des phénomènes sociaux, mais aussi, ça va s'intéresser à leurs sujets qui ont une place centrale en recherche qualitative, surtout au niveau de leur point de vue, leurs expériences, leurs interactions, leurs interprétations des phénomènes, etc. Donc, c'est ce qui met fin à notre présentation d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, on est à l'écoute.